Salut et bienvenue dans Milecto, ici Ludovic de Studio Black Sounds. Salut, bienvenue, ici Dorothée Van Act de Allegoria. Et aujourd'hui, pour ce premier épisode de 2023, bonne année à tous, on va s'intéresser au e-commerce. Et pour commencer, un petit sujet d'actu aussi. Donc on change un peu, on sort un petit peu du tout bière et on va parler cosmétiques. Cool, Et ça m'intéresse. ça t'intéresse? Bah oui, non, mais c'est bien de se sortir un peu du tout bière. Et alors, il y a un centre d'agroalimentaire au Québec qui a découvert la possibilité de faire des microbilles exfoliantes avec de la drèche. Donc là où avant, on avait des petites microbilles plastiques qui sont maintenant interdites. Je ne sais Ouais. pas si vous avez déjà vu, mais si vous prenez votre exfoliant, gel douche, maintenant ils utilisent des ingrédients naturels. Donc c'est parfois des pépins de raisin ou des choses comme ça. Et puis là, on va pouvoir potentiellement mettre justement des microbilles de drèche. Donc on peut dire que c'est presque une évolution, innovation technologique. Et puis et ça permet de voir que finalement la drèche, qui est à la base un déchet qui sert souvent à l'alimentation animale, parfois aussi à l'alimentaire, parce qu'on fait des ramen, on fait des petits biscuits, des petits crackers. On fait aussi des meubles. Et aujourd'hui, on pourra faire des microbilles exfoliantes aussi. Donc voilà, moi je trouve ça toujours super intéressant de voir comment on est capable, si tu veux, L'upcycling des matières, des matériaux. voilà, de repenser. C'est top, ouais, moi je trouve ça cool. Donc voilà. Ouais, On vous j'avais fait un mettra épisode l'article. Super Potion avec Instead qui récupérait la drèche pour faire du mobilier de bar, etc. Et c'était déjà très innovant. Et là, ouais, tu pourrais rappeler le nom de l'entreprise qui fait ça? Attends que je me retrouve mon petit article. Alors là, c'est le Centre de développement bioalimentaire du Québec, le CDBQ, qui a développé cet usage. Donc pour l'instant, c'est encore en recherche et développement. Donc après, il faut que les grandes entreprises de cosmétiques, ou même les plus petits d'ailleurs, l'utilisent. Mais ils sont pas mal avancés. De toute façon, donc c'est un projet de recherche financé par le programme Innovation agroalimentaire du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Ok, ouais, donc c'est un gros truc, quoi. C'est pas une... Ouais, qui a été mené pendant 3 ans. Donc là, s'il l'annonce, c'est qu'il maîtrise, la transformation. Maintenant, je pense qu'il faut avoir une application commerciale. Donc voilà. On sait que ça existe. Si on a parmi nous des gens qui fabriquent de la cosmétique, on sait à base jamais. de drèche. À base ou de drèche. non, pas encore, justement. Pas encore, mais ça viendra. Ok, intéressant. Voilà, petit sujet d'actu. Je mettrai évidemment l'article, on mettra l'article en description pour ceux qui voudraient plus d'informations. Yes, ça marche. Voilà. Transition. Alors on a vu le e-commerce, le boom du e-commerce après le Covid, c'était quand même un truc de fou. En 2021-2022, il y a eu une explosion de plus de 50% du e-commerce et tout le monde s'est mis à avoir un site internet et à vendre en ligne. Tu as peut-être des petits chiffres pour corroborer tout ça ? Ouais, justement, moi, ce qui m'a intéressé, c'est que, alors, il y a une évidence là-dessus que le Covid a fait un gros boom justement sur la vente en ligne, parce que certains n'avaient plus le choix. Alors, ce qui est intéressant là-dessus, c'est que le constat est fait. Hein, il y a vraiment eu un boom spécifique. Moi, la question que je me posais justement, c'est est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore d'actualité ? Est-ce qu'aujourd'hui, ça vaut encore le coup de faire un site de vente en ligne ? Et en fait, ce que j'ai remarqué en lisant pas mal d'articles, c'est que la tendance se confirme. C'est pas juste, on a ouvert un site parce que, tu comprends, les gens pouvaient plus se déplacer ou sortir avec contraintes. Alors, ça a baissé, mais les perspectives d'évolution sont encore vachement élevées. Donc et puis l'idée, c'était de voir aussi, est-ce que sur la bière, ça se justifie ? Est-ce que c'est vraiment intéressant de se faire un site de e-commerce, ou en tout cas de passer par de la vente e-commerce quand on fait de la bière ? Ouais. Est-ce que c'est un truc de niche ou est-ce que les consommateurs... Est-ce qu'il y a une vraie tendance ? Est-ce qu'il y a une vraie démarche ? Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que donc 2021, donc là, on est quand même un peu sorti. Alors, c'est toujours délicat parce que ça restera des chiffres qui sont liés au Covid. Mais justement, j'ai essayé d'aller chercher des chiffres qui seraient, tu vois, des calculs pour plus tard.
Ouais. Donc 2021, 13% du marché de détail hors drive passe par le e-commerce. Donc tu vois, 13%, ça équivaut à 112 milliards d'euros en 2021 contre Ok. 10% en 2019. Donc tu vois, on a quand même un 3%, ça peut paraître peu, mais le commerce de détail, c'est tout ce qui est commerce alimentaire, c'est tout ce qui est commerce fruits et légumes, c'est tout ce qui est hygiène, santé, enfin c'est tout ça, tout ce qu'on trouve finalement dans les supermarchés. Et puis il y a tellement d'innovations aussi autour des campagnes de crowdfunding. Tu as envie de tester, je pense que beaucoup de gens veulent tester, je sais pas, des savons solides, des boissons solides aussi qui se mixent, ou on les mixe nous-mêmes. Enfin, plein de petites innovations comme ça qui sont bonnes pour l'environnement et qu'on a envie de pousser que ça marche. Donc, et que tu vas pas forcément trouver dans le commerce en bas de chez toi. Ouais, bah oui. C'est surtout nouveau, ça. donc, Et l'avantage du e-commerce, c'est de donner accès où que tu sois à tout ce que tu veux quelque part. C'est ça qui intéresse les gens au final. Donc voilà. Donc on a une progression quand même de 12 milliards d'euros en France sur le commerce de détail, ce qui est pas rien. On est le 2e marché d'e-commerce en Europe, c'est pas rien non plus. Et on est le 5e au monde. Donc ça veut dire que le français en fait achète beaucoup sur Internet finalement. Intéressant. Ouais, et ça, c'est intéressant. Pas du tout. Je pensais pas. Moi, je pensais que le français était plutôt traditionnel, tu vois, plutôt à vouloir acheter en physique pour pouvoir voir, toucher. Et en fait, finalement, non, on achète énormément. Il y a beaucoup de gens qui se livrent à domicile aussi. Au-delà d'acheter des petits produits de niche, tu as aussi de la grosse livraison. Oura, je sais pas, tous les trucs comme ça, Carrefour Drive ou autre. Je pense que les gens n'ont plus le temps, même s'ils travaillent peut-être plus en télétravail, peut-être qu'ils ont la flemme d'aller faire les courses et ils préfèrent être livrés chez eux et passer leur temps à faire autre chose que des courses. Alors, tu fais bien de dire ça parce qu'il y a plus de 50% des gens qui font leurs commandes le midi ou le dimanche. Ah ouais. Donc, le midi, souvent pour les courses justement de bouffe. Et le dimanche, parce que, en gros, tu surfes sur Internet, tu as besoin d'un truc et tu as le temps de chercher. Parce que ce qu'il faut savoir, justement, c'est que les gens se renseignent beaucoup avant sur Internet. Parfois, ils se renseignent avant sur Internet et seulement après, ils achètent. Tu vois, donc il y a comme une vraie démarche il y a un besoin d'information sur Internet qui n'est pas négligeable, en fait. Ouais, et puis pour ce genre de course aussi, t'as en un clic, tu peux recommander tout ce que tu as commandé et généralement ton niveau de vie, ton mode de vie ne change pas, enfin tu as tes propres habitudes, donc toutes les 2 semaine tu vas racheter la même chose en fait, si ça te convient. C'est ça. Donc en 2 secondes. Là on en parlera après dans les innovations, il y a un vrai besoin d'automatisation et de simplification, mais ça on verra après. Il faut savoir que la progression de vente en ligne, des achats de vente en ligne, c'est marqué plus sur les produits que sur les services. Donc, on a une progression de plus 32% sur l'achat de produits, moins 10% sur les services. Tu vois, donc, ça marche, mais pas pour tout. Statista, donc c'est un gros organisme d'études internationales, lui te dit que le e-commerce va prendre 5% par an entre 2021 et 2025. Alors, tout secteur confondu, c'est international. Mais bon, si on voit qu'on est le 2e marché européen et le 5e au monde, on est forcément touché par ces 5%, et ce sera peut-être même plus chez nous. Va savoir. Il y a 27 nouveaux sites de vente en ligne par an. C'est plus 12% en un an. Tu vois, donc, par contre, ça veut dire que potentiellement, il y a aussi une concurrence qui s'accroît. Et ce qui est aussi, je trouve, intéressant, c'est qu'on a 177 000 sites de vente en ligne contre 300 000 points de vente physiques. Alors moi, et là, c'est quoi? C'est tout confondu avec les marques, tu penses? Ouais, c'est tous les... on est toujours sur de la vente de détail. On est toujours sur... Mais ce qui veut dire... Moi, j'aurais pensé que, tu vois, comme... Tu t'imagines comme ça à première vue qu'un site internet c'est facile à mettre en place, quoi, que n'importe qui, n'importe quoi peut... Même des gens qui n'ont pas de boutique physique. En fait, finalement, non. Il y a encore toujours plus de points de vente physiques que de sites internet, de e-commerce, mais l'écart tend à se réduire quand même, donc bon, à suivre. Ouais, ça me fait penser à toutes ces sociétés qui s'appellent les DNVB, les Digital Native Vertical Brands. C'est toutes ces marques
qui ont été créés par des jeunes start-upers, je sais pas, qui sortent d'écoles de commerce, qui savent très bien comment créer leurs produits et qui commencent uniquement digitalement, peut-être par une Mmh. campagne de crowdfunding. Et puis ils ont un site internet et puis après ils vont pousser leur projet, ils vont aller sur BFM Business, etc. Et faire essayer de faire grossir la marque, mais exclusivement sur les réseaux sociaux et sur internet, avant après de peut-être avoir des points physiques. Donc là, on est typiquement dans la Gen Z des marques, de comment on construit une marque en 2023 au final. Ouais, complètement. C'est limite, ils la testent sur internet et si vraiment ça Mm. prend, ils vont avoir des boutiques où ils vont les revendre, à des distributeurs et en fait, oui, c'est très Startup Nation, mais de toute façon, le e-commerce, on est complètement dans la tech. On est Ouais, complètement dans carrément. l'innovation, technologique et un autre petit chiffre aussi, un Français sur 2 a fait ses achats sur son téléphone. D'accord. Tu vois? Donc le responsive, il est juste, ultra, indispensable, voire obligatoire, quoi. Si tu as pas ton site Ah, qui fonctionne bien sur ouais, ton tel, ouais. c'est mort, quoi. Le responsive et puis le fait d'être très sobre et le minimalisme. Tu scrolles, il y a le produit, le prix, la Ouais. description et puis c'est tout. Enfin, plus trop forcément d'animation, plus trop de. Bon, l'UX, oui, et l'interface utilisateur reste importante, mais euh, c'est cool de faire des sites simples. Enfin, Ouais. le temps de chargement est plus rapide. Du coup, sur Google, tu es mieux indexé. Enfin, il y a plein de paramètres qui Mmh. sont, qui sont bien pour ça. Mais après, moi, alors c'est peut-être perso, mais je reste quand même, quand je suis dans ma veille avant d'acheter un produit, je regarde toujours sur l'ordinateur. La flemme de Ouais. regarder sur un mobile. C'est trop petit, justement, il n'y a pas assez C d'infos. Et pour Ça un peut achat vite être raisonné, compliqué, ouais. ça passera Mmh. sur ordinateur. Mais je pense que ça dépend ce que tu achètes et justement Mm. le montant que tu y mets. Ouais, Et quand tu imagines que tu as de l'habitude de faire ces courses-là et que ton panier, il est déjà pré-rempli, en fait, c'est là aussi que tu vas aller plus vite et que tu peux le faire sur ton téléphone. C'est sûr que si tu commences à devoir regarder des photos en gros plan, ça va devenir compliqué, mais heu et alors intéressant aussi, tu en parlais tout à l'heure, 31 des consommateurs sur internet, enfin des acheteurs sur internet, le font via les réseaux sociaux. Donc les comment ça s'appelle ça déjà la l'influence plateforme de marketing. Face ouais, puis la plateforme de Facebook, Instagram aussi, ils ont des boutiques, ils proposent des boutiques et des choses comme ça La boutique Insta, et ouais, ouais, ouais. ouais, et Et 31 le je Facebook pense ouais, Marketplace, c'est ça, ouais. Beh, tu qui vois est un genre 31 de Le Bon Coin au final. oui, au final, c'est ça, mais ça marche, et 31 je trouvais que c'était assez énorme parce que pour Mm. moi, c'était un truc c'est pas un réflexe justement, j'irais sur Le Bon Coin, j'irais sur le site, en direct, soit de l'enseigne, soit du producteur. J'aurais pas pensé forcément acheter, alors j'avais vu si une boutique de goodies, une brasserie, sur Instagram, ça m'avait fait tilt. J'aurais pu, Et tu vois tous ces posts heu, sponsorisés sur Insta, tu commences à scroller, d'un coup tu as un post où tu vois il y a énormément de likes, et des fois c'est même des posts que tu vois de manière récurrente pendant 1 mois ou 2 mois, ils sont très forts parce que je sais pas, ça finit par rentrer dans ton cerveau et au bout d'un moment tu dis bah tiens, j'essayerai pas. Et toutes ces DNVB pour le coup qui lancent ça avec des posts sponsorisés, bah, ça t'amène directement sur leur e-shop ou sur la boutique Insta et puis après ça te permet de commander. mmh, Après moi pour avoir essayé beaucoup dans les stories le fait de rajouter le lien cliquable bah, sur mes différents podcasts ou sur certains produits spécifiques, je me rends compte sur Instagram que ça marche jamais, que les gens non, quand ils consomment des stories, ils font next, 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 mais ils cliquent jamais ils sur le lien suivent parce qu'en pas, fait ouais. ils font autre chose. Ils sont peut-être pas dans une démarche Mmh. attentive. Ils sont un peu dans ouais, je suis entre midi et deux, j'ai pas trop le temps, je regarde ce qui est publié, mais je suis pas, j'ai pas une volonté d'acheter quoi que ce soit. Donc il y a différents canaux pour ça aussi. Ouais et je pense qu'il y a des différents moments de la journée aussi. Moi, quand je cherchais ma peinture, par exemple, beh, je me suis, enfin, d'abord, fait avoir même, par les stories justement où j'ai vu, la nouvelle peinture machin truc muche. Quand j'ai vu les prix, j'ai fait: «Ouais, non, en fait, ça va pas le faire», mais mais je l'ai fait le soir, tu vois? Ouais, ouais, Mais j'avais un effectivement. projet derrière, tu vois? C'est un peu particulier. Quand tu achètes de l'alimentaire, je pense que tu fonctionnes autrement. Et quand tu achètes du goodies, tu fonctionnes aussi autrement et je pense que l'achat impliquant
Le fait que ce soit plus ou moins cher joue aussi sur ta façon d'acheter de toute façon. Mm. Tu vois, Et si je c'est pense 10 que ça balles, tu dépend vas te dire, le produit en fait, le produit que oui. tu vends. Là, je regardais les stats, par exemple, juste pour mon site ou mon écosystème. Sur Instagram, j'ai récolté 60 clics qui allaient sur Studio Blackthorn sur toute l'année. Mhm. Sur LinkedIn, j'en D'accord. avais 430. Ah oui, Mais après, je suis du service business, c'est pas c'est un parti. produit, mais Ouais. tout ça pour dire qu'en fait, il y a des canaux spécifiques à telle marque, telle société, Mm. etc. Et qu'il faut connaître sa cible et ses consommateurs et se mettre sur le canal adéquat, quoi. Ça Qui peut va être bien, très ouais. bien TikTok ou Instagram. Peut-être que des fois, il faut juste ne pas avoir ça et ne perdre de temps là-dessus et avoir que LinkedIn. Enfin voilà, Mm. ouais. Ouais, ça dépend. Il faut réfléchir à sa stratégie, comme on le dit à chaque fois finalement, et sa cible Ouais. pour justement ouais, trouver le bon canal et pas se planter, perdre de l'argent et de l'énergie inutilement au final. Il y avait un autre chiffre aussi qui m'a marqué et je trouve qu'on est pile dans notre univers un peu, c'est que 53% des acheteurs sur Internet disent tenir compte de l'environnement. Et donc 94% sont prêts à trier les emballages. Donc, tu vois, on peut dire quand même qu'il y a une Tant mieux. conscience environnementale. Ouais. T'achètes pas juste sur Internet pour surconsommer. T'as quand même une réflexion un peu personnelle sur l'environnement et Mm. tout ça. Et je trouve qu'on est pas mal dans notre, justement, dans notre cœur de métier qui tient compte de ça. Mais du coup, il Et va falloir faire attention pour les marques à éviter le greenwashing. En sachant cette donnée, ouais, il va pas falloir dire acheter en ligne parce qu'on fait ça en bouteille et c'est éco-responsable ou la consigne ou autre. Enfin, mm. parce qu'au final, il n'y a rien de nouveau. Ouais, il va falloir faire attention à tous ces claims et réellement Ouais. donner des actions, montrer des actions en tant que marque. En achetant ça, je sais pas, peut-être que. Ouais, non, mais là, ce que j'allais dire, ça allait être du greenwashing au final. Ouais. Mais Mais en ouais, fait, c'est assez. le greenwashing, alors attention, hein, il y a greenwashing et greenwashing. Il y a ceux qui disent faire des trucs et qui le font pas. Bon, ça c'est du même pire que ça, c'est du mensonge. Dès qu'ils vont transformer une information, l'exagérer pour dire ah bah regardez, c'est vachement bien pour l'environnement, alors qu'en fait, oui, comme tu dis, ça fait des années que c'est comme ça et au final ça change pas et ça suffit pas surtout. Pour autant, le consommateur, et ça je l'avais vu d'une manière générale, est très sensible à ces discours. Mm. Donc, par exemple, dans le textile, ça va être se faire un label fair trade, se faire un label éthique qui dit que ils n'embauchent pas des enfants au Bangladesh. C'est des arguments comme ça. Donc, la consigne pourrait quand même être pour une brasserie qui la propose un argument intéressant, à condition, dans le cadre du e-commerce, que ce soit récupérable ou qu'il y ait un endroit où tu puisses les collecter, en fait. Ça, c'est un autre problème, c'est une autre logistique. Tout ce Et qui je est me demande livraison à si. vélo. Tu vois, Ouais. livraison à vélo, ça, c'est clairement dans la démarche, tu vois, le vélo. Et ça, j'aimerais plus C'est le voir possible. plus souvent quand on fait pas du click and collect, mais justement quand on demande de la livraison à domicile, et ben qu'au final, ça soit pas un camion fourgon qui vienne, ça soit un vélo cargo, Mm. et qu'on soit plus dans des dimensions éco-responsables à ce niveau-là. Mais j'ai l'impression que dès qu'on parle de éco-responsable, forcément il y a du greenwashing dedans, et forcément dès que c'est un poil greenwashing, les gens ne sont plus dupes et du coup sont vite méfiants. Par contre, si on avait une action plus ciblée sur plus sociétale et plus humaine, Mm. peut-être que ça parlerait plus aux gens. Parce que environnement, bon, t'as une brasserie, tu crées une boisson, tu fais de l'import-export du machin, t'es pas éco-responsable. C'est impossible. Donc, C'est bassiner les gens clair. avec ça marche peut-être plus. Mais par contre, leur dire, bon, ok, on n'est pas trop éco-responsable, on fait du mieux qu'on peut, mais par contre, si vous achetez ça, on va faire des efforts sur l'inclusion, l'intégration, des choses plus humaines, des actions Mm. plus humaines. Peut-être que ça changerait un petit peu la donne. T'en parlais avec Tête Haute, par exemple. Il y a peut-être d'autres actions comme ça où il y avait pas mal de business models à l'époque qui avaient fait fureur. C'était genre les chaussures Toms. En gros, c'était une paire de chaussures achetées, une offerte à un enfant
en Des Afrique, je faveurs, crois. ouais. Mmh. Et du coup, ce genre de business model qui était totalement innovant à l'époque avait super bien marché et avait été répliqué plein de fois. Donc Mmh. peut-être que ouais, cette dimension RSE et pas que éco-environnement, ça peut être A plus intéressant. d'impact, ouais. Ouais. Certainement, hein, parce que bon, là, c'est les résultats d'une étude, donc d'une question spécifique. Pour moi, ça rentre en effet dans cette démarche. Si 53 des gens qui achètent sur internet tiennent compte de l'environnement, ça veut dire qu'ils ont une démarche qui, à mon avis, est beaucoup plus large et en effet, c'est de l'écologie, mais c'est aussi, comme tu dis, de l'humain et Mm. je pense on a intérêt à sans après, c'est toujours pareil. Comme tu le dis, il faut une démarche vraiment sincère et honnête. Si on fait du greenwashing ou du pinkwashing, nous on le voit sur les démarches féministes aussi, ça se voit très vite. Tu vois. Mm. Après, ça c'est pour les grosses boîtes. Souvent, les petites entreprises, dans tous les cas, quand elles mettent en place une démarche, ça leur coûte autrement que pour les grosses. Donc, c'est pas du marketing, c'est vraiment une approche fonctionnelle. D'abord, parce que tu vas d'abord dépenser tes sous pour du fonctionnel et pas pour juste de la com. Si ça sert à la communication et à l'image, c'est très bien. Mais sur les petites boîtes, on est quand même plus souvent sur du fonctionnel. Donc c'est voilà, c'est pas, c'est rarement du greenwashing, sauf Mm. à dire que les canettes c'est mieux que le verre. Où là, moi, je mettrais un petit bémol, par exemple. Ouais, non, Mais bon, totalement. Ouais, c'est clair. voilà, il y en a beaucoup qui font ça. Ça m'agace parce que ça veut dire que c'est une méconnaissance du système de recyclage français. Mm. Les canettes alu, elles font des kilomètres pour être recyclées. Pour moi, Il y a plein de bénéfices, mais le fait que ce soit mieux recyclé que la bouteille ou autre, c'est pas vrai. En soi, c'est à l'infini, mais il y a eu des entreprises qui ont fait ça et qui ont mis la clé sous la porte au bout de 3 ou 5 ans d'expertise parce qu'ils se sont dit, OK, en fait, c'est pas possible. C'était quoi? Ça s'appelait je sais pas si c'était la ligne verte ou un truc comme ça. Ils avaient fait un gros post quand ils avaient Alors, fermé leur site. Il y avait un manifeste. Je sais pas si tu l'avais vu passer, ce truc. moi, j'avais entendu parler d'une boîte à Lille qui s'était montée là-dessus, sur le ramassage le recyclage des canettes, et qui avait dit qu'en fait, c'était pas viable, Oui, c'était celle-là, parce ouais, que du coup. on n'avait pas la capacité. Il faudrait en recycler je ne sais plus combien de millions de tonnes pour que ça devienne quelque chose qui soit viable. Mm. Donc, après, c'est Ouais, pareil, ils hein, le avaient mis un gros lavage des bouteilles, manifeste et ils étaient blasés, quoi, de pas avoir pu. complètement. Et Et du c'était coup, ça triste mettait le vrai. même. Ouais. Et dans Ouais, tous les rayons, c'était. dans tous les trucs bio, tu le vois qu'ils acceptent toujours pas la canette. Alors, des fois, peut-être qu'ils devraient pour d'autres raisons, mais c'est sûr que, ouais, vu que c'est moins lourd, la logistique, machin, il y a plein de points qui peuvent Mm, être cool par rapport oui. à la bouteille. Mais bon, c'est vrai que ça, c'est encore des points. Donc, enfin, le claim recyclable à l'infini, qui est sur le site internet, qui est machin. Moi, j'ai envie de dire à toutes les entreprises qui mettent sur leur site web euh, grande, haute qualité, canette éco-responsable, on est authentique. Putain, ces trois trucs, j'ai envie de les bannir quoi, d'un site web. Si t'as pas au minima ça dans ta boîte en 2023, Ouais, c'est c'est que c'est mort, t'es pas t'as dans le pas game quoi. compris. Donc pour moi, il faut Je suis assez arrêter d'accord. ces termes comme ça et partir sur d'autres choses. Désolé à ceux qui ont encore ça en claim sur leur landing page, mais bon. Non, mais tu as raison, je pense qu'il faut, ouais, il faut rentrer une bonne fois pour toutes dans la modernité. Et la modernité, c'est aussi l'innovation écologique. Parce que Mm. souvent, on dit, ouais, innovation et écologie, ça marche pas. Moi, je pense qu'au contraire. Au contraire, regarde notre sujet d'actu. Si demain les drèches sont utilisées pour la cosmétique, c'est une raison supplémentaire. Alors, on n'a pas de difficulté particulière à recycler les drèches aujourd'hui, mais c'est une raison supplémentaire pour utiliser des résidus et des déchets, tu vois. Enfin, et ça, c'est de l'innovation. Ouais. Euh, Demain, si on est capable d'utiliser, enfin ça existe déjà, mais de transformer un volume de drèche plus important en combustible, demain tu vas pouvoir dans ton poêle à bois ou j'en sais rien, techniquement je sais pas, mettre des résidus de brassage, quoi. Enfin, moi je trouve ça super intéressant. Et alors à l'échelle des petites brasseries de 1000 hectos et plus, bah, c'est sûr que l'application sera peut-être plus compliquée, mais par contre pour les industriels, c'est potentiellement aussi une manne financière.
tu vois. Je sais pas ce qu'ils font de leurs drèches. Alors si, t'as le biogaz, t'as la méthanisation aussi pour les drèches. Mm. Tu vois, enfin, demain, la bière pourrait être une solution à nos problèmes énergétiques. Enfin, j'exagère. Et en plus, là, on part trop dans un sujet écologique. On est, Oui, on c'est est vrai, sorti du e-commerce. on est sorti. Je voulais faire un petit point sur justement les développements innovants sur les parcours d'achat sur les sites. Ouais. Donc l'importance de l'intelligence artificielle quand tu te balades sur un site, hein, clairement, ça va être un point important. La réalité augmentée aussi, qui cartonne pas mal. Les gens aiment bien pouvoir, en fait, finalement, avoir un magasin virtuel chez eux, quasiment. On peut imaginer que demain, on puisse visiter les magasins comme ça, comme s'ils étaient chez nous, quoi. Ouais, ça se fait beaucoup dans le luxe pour l'instant. Et oui. après, il faut mettre en place. C'est des coûts, hein, donc je pense pas que n'importe quelle brasserie puisse se permettre ça en site web. Mais en tout cas, c'est une tendance qui arrive. Ouais. Mais tu vois, Google, quand il t'appelle et que te propose de prendre justement des vidéos 360 de ton magasin, on est là. Refusez, parce que c'est pas bien Google. Faites-le vous-même. Faites-le vous-même surtout, parce que, encore que c'est pas encore trop cher, mais il y a moyen de le faire soi-même, c'est clair. Et la reconnaissance d'image aussi, qui va se développer aussi de plus en plus. Alors moi, ça m'évoque toujours Vivino dans le vin, parce qu'en fait, moi, je l'utilise en fait, quand j'achète mes bouteilles de vin pour savoir un peu où j'en suis. Je sais qu'il y a des petites applis comme ça qui ont essayé de développer ça, et en fait, c'est quand même assez compliqué dans la bière, mais je sais que ça va arriver. Et j'ai hâte. J'ai hâte justement de voir une appli comme Vivino capable de, tu vois, quand tu vas scanner l'étiquette, te dire, voilà, c'est tel degré d'alcool, c'est fait à tel endroit. Alors, est-ce qu'il faut des notes? Ils proposent pas ça, Untappd, déjà? Je sais pas, j'ai jamais essayé, mais je pense qu'il faut le dédier à la France, parce que sinon, je pense qu'il faut le faire spécifiquement pour les produits français, parce que sur Untappd, quoique. Oui, c'est vrai, t'as raison. Je sais pas si ça marche bien. Faudrait que je regarde, mais c'est possible. Donc voilà, ça c'était pour la petite partie chiffres mise en perspective. Ouais. Et potentiellement le Web 3, hein. On verra en 2023 si ça va être une tendance, le fait d'acheter des terrains sur le métaverse et de créer des méta-brasseries, lancer des projets sur Discord avec tout ce qui est NFT, etc. Je sais pas s'il va y avoir un gros up ou un gros down sur l'année qui arrive. Là, c'est des trucs très geeks au final. Mais j'avoue que moi je suis moins sur ces sujets-là, parce que je maîtrise moins et je regarde moins. Mais oui, ce sera intéressant de savoir si vraiment ça prend comme on imagine. Si ça prend, on fera un épisode dessus. On vous expliquera 2-3 choses. Ouais, tu m'expliqueras, parce que moi j'ai pas encore tout compris. Pas de souci. Ouais. Tu voulais nous parler, Ludo, des solutions techniques, de ce que tu as pu voir, des petites comparatifs. Ouais. J'ai essayé de regarder. J'avais écouté quelques podcasts qui disaient que les brasseries jetaient leur site web qui était peut-être un petit peu old school, ringard, etc., au profit de Shopify, qui est un CMS. Donc un CMS, c'est comme WordPress, quoi. C'est un outil de management en ligne pour son site web, quoi, pour mettre facilement à jour ses données, etc. Et Shopify, qui est le leader là-dedans dans la vente en ligne, prenait une grosse part de marché sur tous les shops en ligne de brasserie et de distillerie, en tout cas dans la boisson. Et je voulais j'ai fait un petit test rapide avec quelques brasseries ou quelques acteurs brassicoles. Qu'est-ce qu'ils utilisaient en fait comme solution en ligne pour mettre en place leur e-shop. Et alors j'ai un petit listing là, donc je vais vous dire ce que j'ai pu constater. Alors le nouveau site tout frais de Hopi Road qui est très bien fait, ils utilisent WooCommerce. Donc WooCommerce, c'est la plateforme en ligne boutique de WordPress, c'est un plugin WordPress. Piggy Brewery, c'est WooCommerce aussi. Mira, PrestaShop. Ninkasi, PrestaShop. 90 BPM, Shopify. Brickhouse, Shopify. Aerofab, Shopify,
Aerofab qui a un principe assez cool, je trouve, c'est qu'ils ouvrent leur e-shop entre le 20 et le 30 du mois. J'ai trouvé Ah, ça très intéressant de dédier 10 jours en fait sur l'ouverture de e-shop et après je suppose qu'ils traitent les commandes à partir en du même premier temps. du mois suivant. Mais du coup ça leur permet de se concentrer sur 20 jours de je sais pas de brassage ou d'autres tâches et une dizaine de jours à la prise de commande. J'ai trouvé ça très ingénieux, Mm. donc à voir si vous voulez les copier en mettant un Ouais, petit non, c'est copyright. original, ouais. Mais C'est non, c'est assez original. cool. Moi, j'adore, enfin, du moment où tu es une brasserie qui est suivie et qui est appréciée, énoncer tes propres règles et que les gens s'y fassent, je trouve ça assez bien. Et voilà, et en fait, tous les mois, quand on est abonné à la newsletter, on reçoit un mail, le e-shop est ouvert jusqu'à telle date, et puis commander nos packs, etc. Donc je trouve ça plutôt cool. Et puis ça donne Mm. au final un événement récurrent qui est toujours le même, mais ça refait penser à ta brasserie, quoi. Tu te dis, Ouais, ok, je pense oui, c'est vrai. que c'est C'est... original, en style, tiens, on est le 20. Ah, au fait, tu Mm. te rappelles, faut qu'on achète. Enfin, franchement, ouais, ouais. Puis je Ouais, pense que c'est ça a cool. un autre avantage aussi, parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas les chiffres pour savoir ce que la vente en ligne représente pour ces brasseries-là. Mais je pense que Ouais. c'est pas non plus, on pourra en parler dans les avantages et les inconvénients, il ne faut pas non plus s'attendre à des volumes de fou. Mm. Oui, C'est c'est sûr. le site, c'est comme ta vitrine, c'est un débouché supplémentaire. Donc, Oui, et puis c'est pour euh, le particulier généralement, donc on verra après, on parlera business, etc. Enfin, on n'est pas oui, dans le tout à fait. CHR là, pour le coup. Ça là, c'est Non. des sites vitrines pour les particuliers. Et ce qui est drôle, c'est que je me dis, entre le 20 et le 30, c'est pile le moment où tu vas avoir ta paye, globalement, peut-être en fin de mois. Donc peut-être que ça Alors, correspond. t'as raison. Moi, j'ai un débit différé sur ma carte qui s'arrête le 20 ou le 21. Donc, c'est pile Hmm. poil pour moi. Ah, peut-être qu'ils ont pensé à ça. J'avoue Voilà, que peut-être. ouvrir ta boutique du 1 au 10, c'est peut-être une moins bonne idée parce que tu dois payer le Mm, loyer, plein de trucs et tout. c'est ça, Mais bon. l'électricité. Donc voilà, Aérofab Shopify, la Parisienne Shopify, la Plante du Loup qui est un caviste à Lyon Shopify. Donc c'est intéressant pour les cavistes qui ont énormément de références aussi, comment on fait ça. Oui. La Biérothèque WooCommerce, Fauve Shopify, Azimut Wix. Ah, je ne sais pas d'où ça sort. Ah, Mais ouais. Wix est du coup utilisé avec. Ils ont aussi leur propre délire en ligne, etc. Biéronomie, PrestaShop. Et après, je Mhm. suis allé dans les gros américains, Sierra Nevada, Shopify, D'accord. Lagunitas, Shopify, et Maui Brewing, WooCommerce. Donc, D'accord. donc on peut voir globalement. Alors là, j'ai vraiment pris un échantillon un petit peu au pif en fonction de ce qui me venait dans la tête directement. Mais il y avait beaucoup de Shopify et un peu de WooCommerce. Donc Ouais. voilà, ils ont mis WordPress et puis ils ont installé le plugin et qui fait très bien son job. Ouais. Et puis voilà, Ouais, mais c'est on vrai que voit Shopify, bien le c'est leader du intéressant, quoi. marché, quoi. Ouais. Après, le Shopify, ce qui est bien, c'est qu'en fait, alors ce qui est bien ou non, c'est on achète un abonnement au mois, du coup ça représente un coût à l'année. Alors je sais plus combien c'est peut-être du entre 20 et 30 balles par mois, donc à l'année ouais ça doit peut-être faire 300-400 balles. Donc bon, c'est un coût, mais quand on est une entreprise, ça peut aller si ça drive beaucoup de trafic et ça te permet aussi d'avoir des plugins, des newsletters qui sont envoyés et puis un Ouais, il y a un réassort. peu Enfin, de... en termes Hmm. de boutique en ligne, ils sont très bien. Il y a beaucoup de fonctionnalités, notamment bah, là, l'ouverture ou la fermeture du e-shop en fonction d'une date, enfin plein de choses comme ça. Hmm. Des filtres, des catégories, et c'est bon, c'est bien référencé aussi. Le CMS est bien fait pour être bien référencé. Donc il y a pas mal d'outils. Ceux qui partent généralement sur WordPress, c'est des gens qui n'ont pas envie de dépenser là-dedans. WordPress c'est gratuit du moment où il y a un geek un peu dans la société ou dans les amis. On peut Oui, facilement arriver à créer son site web soi-même avec un thème. hmm. Peut-être on peut acheter un thème sur Envato ou ThemeForest à 50 balles. Alors attention Mhm. à ça parce que
Les thèmes comme ça, généralement, c'est des usines à gaz et qui évoluent très mal dans le temps. Pour avoir créé des sites web pendant 15 ans, je sais de quoi je parle et je les ai tous testés, WordPress, PrestaShop, Magento, tout ça. Ouais. Et WordPress, quand on achète un thème, 3 ans, 5 ans plus tard, c'est la cata. Il est lent, il y a 30 000 onglets, tu sais plus où aller. Enfin, donc faites attention pour ça. Euh, Ouais, et puis Par rapport j'imagine à que Shopify. ouais, pour intégrer comme ça une boutique en ligne dans ton site, il faut. Est-ce que, ça c'est une question à 10 000 euros, mais est-ce que ça suffit de rajouter entre guillemets un onglet ou une section dans ton menu et l'intégrer, ou est-ce que tu penses qu'il faut revoir l'ensemble du site? Ça, c'est une bonne question. Ce que j'ai pu voir, c'est effectivement les brasseries dissocient le shop du site officiel. Là, par exemple, D'accord. si je prends une des brasseries les plus tendances en ce moment, Brickhouse, j'ai bien regardé comment ils faisaient. Ils ont un site dédié à leur mission, leurs valeurs, etc. Donc à la marque Brickhouse, Mhm. qui est fait, je crois, en PHP. Donc c'est vraiment un truc qui n'est pas sur un CMS. Ils n'ont pas utilisé un WordPress ou un autre truc pour ça. Et la partie shop, je crois que c'est brickhouse.shop ou shop.brickhouse.com, un truc comme ça. Et Ouais. en tout cas, c'est un sous-domaine et c'est pas le même site. Et du coup, là-dessus, c'est Shopify et tout est géré sur Shopify. Ok. Donc beaucoup de brasseries dissocient l'aspect shopping et l'aspect branding. Donc la marque, c'est sur un site. Dès qu'il y Ouais. a un onglet boutique sur ce site-là, on le voit peut-être pas, hein, ça paraît transparent pour le consommateur, mais il clique, bim, c'est un sous-domaine ou un autre domaine, et en fait, tu vas sur un nouveau site internet. Donc, beaucoup font ça pour dissocier. Et alors, ce que permet WordPress, c'est justement arriver à avoir un peu la même interface utilisateur quand tu es dans la partie site web normal, donc vitrine, et quand tu es dans la partie shop. Donc là, ça permet tu peux faire des choses plus poussées, plus jolies, et tu peux avoir le maintien global de tout. Quand tu es sur Magento, PrestaShop ou Shopify, généralement, tu peux difficilement ou alors en tout cas c'est pas fait pour ça, mais inclure des pages à propos, D'accord. contact, toutes ces pages. Si tu veux avoir un blog par exemple, bah là clairement tu fais deux sites différents et tu fais un D'accord. WordPress pour le blog et un Shopify pour la boutique. Mais Hmm. en gros voilà, il faut bien réfléchir quand on fait un site internet aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux faire de manière prioritaire? Est-ce que je veux juste parler de ma marque et de ma notoriété et faire du branding? Et là, on est dans un site vitrine et on utilise peut-être plus WordPress ou une autre solution. Il y en a plein d'autres, hein. Hmm. Pour le blogging, il y a Ghost aussi qui est très performant. Et si on est sur la partie boutique, et ben, si on a un énorme truc, genre moi quand j'avais fait le site internet des grandes distilleries Peureux, qui est une grande distillerie, il y a plus de 600 produits dessus, on a utilisé Magento. Ouais. J'avais fait beaucoup de veille à l'époque. Et Magento, c'est l'usine à gaz de la boutique en ligne. Donc c'est très complexe et il y a des développeurs spécifiques à ça. Dès qu'on veut Ouais. sortir un peu du lot, il faut faire appel à un développeur. Mais du coup, c'est stable et puissant. Mais il y avait 600 produits, donc il fallait que ce soit stable et puissant. Et Ouais. après, il y a un délire CHR, il y a un délire caviste revendeur, il y a trois prix différents, il y a les franco, les machins. Là, voilà, grosse usine à gaz. Et, euh, et sinon, ouais, quand on veut faire de la boutique en ligne classique, Shopify, Ouais, ça PrestaShop, il y a suffit. énormément de plugins et énormément d'endroits un peu obscurs. On ne sait jamais où D'accord. aller quand on est sur Ouais. PrestaShop, c'est un peu chiant. Mais bon, j'avoue qu'entre WooCommerce c'est simple et Shopify c'est encore plus simple. Ouais. Mais on paye un abonnement à l'année. Donc, Ouais, je regardais, alors, tu vois, justement, je regardais pendant que tu parlais les tarifs. On est sur le hmm, prix basique qui, à mon avis, n'est pas hyper adapté quand tu commences à vouloir développer un peu de vente en ligne. C'est 1 € par mois. Sinon, le sur, Shopify, sur c'est sur Shopify. Shopify, ouais. Ok. 79 € par mois pour un site qui paraît adapté quand même aux petits producteurs. Par exemple, si tu es une brasserie. Et à l'avancée, on arrive à 289 € par mois quand même. Ah Ce oui, ouais, donc quand je qui disais Ouais, 40, c'est pas du tout ça, c'est 79 le ouais, truc c'est recommandé quoi. 79 celui que tu vas prendre, à mon avis, par défaut. 79 par mois, ouais, Ouais, faut les faut envoyer. quand même les envoyer. C'est-à-dire, il faut réfléchir à, et alors ils prennent une com aussi. Donc taux carte de crédit européenne pour les transactions en ligne, 1,6%.
plus Mm. 25 centimes. Donc ça, c'est Après, pareil, c'est ça se très bien fait, hein, calcule. Ouais, l'interface ouais, du tunnel de conversion quand tu achètes des bières et tout, sur ouais, Shopify, c'est vraiment bien c'est fait. propre. Ouais. Mm. Par contre, ça veut dire que ça, tu dois l'intégrer aussi finalement quelque part dans ton prix de vente, ou en tout cas le réduire enfin l'enlever de ta marge, si Ouais. tu vois. Donc c'est pas anodin quand même, non plus. Bah là, du coup, 79 x 12, ça fait 1000 balles à peu près. Mm. Donc 1000 balles par an pour avoir un truc. Mais t'as un truc, tu sais que ça marche, tu sais que c'est fonctionnel, tu peux rentrer tes stocks. Alors oui, après, faut utiliser le système qui va avec. J'ai interviewé Baptiste de Bricage justement, et on parle de ça dans Super Potion. Ouais. Je l'aurais pas encore mis en ligne, ou à voir, je sais pas. Mais en tout cas, il Tu parle nous feras justement de signe quand Shopify. c'est dispo. Ouais, et il parle de Shopify, je lui ai posé 2-3 questions là-dessus, et alors c'est pas lui Cool. qui gérait spécifiquement, mais il avait l'air d'être assez content de ça, et sachant le volume qu'ils exportent, enfin qu'ils envoient pour les particuliers, et aussi la rapidité, chez eux, enfin tu commandes, et quasi le lendemain, tu l'as chez toi, c'est en C'est 24 dispo, heures. quoi. Et c'est assez dingue, quand même, où que tu sois en Ouais. France, quoi. Donc Shopify y est sûrement pour quelque chose dans la vitesse, et dans le fait qu'il n'y a pas forcément de bug technique. Sur WordPress, il peut y avoir un bug dès que tu rajoutes un plugin qui va pas, bim, ça te fait une erreur PHP, c'est chiant, du coup ça te fait un bug, du coup. Donc bon, à voir. En tout cas, Ouais. ouais, faut être prêt Non, à on serait dépenser plutôt parti. un genre de leasing. Ouais, c'est ça. Donc, Mais bon, de toute façon, je pense qu'il faut, hein, que ton interface elle soit propre et surtout évolutive et sans bug, parce que sinon, en effet, ça fait l'effet inverse. Hein, tu vas Mais acheter des est-ce que bières tu as d'une intérêt à brasserie. avoir un site web e-commerce? Si tu Alors, ça, es c'est la une question. brasserie traditionnelle, ça c'est une microbrasserie, je dirais oui, micro-nano, parce que tu as une niche spécifique, et ça va être des particuliers généralement qui vont vouloir, ou alors des cavistes, mais les particuliers vont être euh, fans, et Ouais, après, ça vont dépend de vouloir ta ton cible produit, quoi. aussi, hein. Ça dépend où tu es implanté. Si tu es plutôt Mm. une brasserie urbaine, ça dépend de l'image que tu renvoies. Si tu es plutôt tradi, je suis pas sûre que tes clients vont forcément acheter tes bières sur Internet. Par contre, si tu démarres avec une image plus moderne, un peu in, dans le vent, finalement, c'est toutes les brasseries que tu as citées là juste avant qui ont leur site de e-commerce. Moi, je suis toujours un peu embêtée, parce que je pense que c'est important à partir du moment où tu commences à faire un peu d'hecto et que tu distribues au national. Si ta stratégie elle est essentiellement locale, l'intérêt, enfin, si ça peut le faire, par exemple, tu es en Auvergne-Rhône-Alpes, tu as quelques revendeurs sur Lyon, par exemple, et puis après, tu te fais un petit site pour les particuliers qui voudraient venir en direct, mais d'une certaine façon, c'est comme concurrencer justement tes clients, tes propres clients, tes Mm. propres cavistes. Mais il faut que ton Donc, service en ligne soit tip top. J'ai commandé ouais, chez certaines brasseries. Bon, je dirais pas là en podcast, c'est pas le but, mais c'était pas Brickhouse, quoi. Tu ouais, commandes, t'attends. Alors, t'es censé être livré dans 2 jours, mais en fait, t'attends 3 jours, 4 jours. Tu reçois un texto, on n'a pas ci, on n'a pas ça. Est-ce qu'on a ça? Bim, j'ai pas vu ouais, ton mail, machin. Donc, en fait, tu te retrouves avec ta commande 2 semaines plus tard, ce qui n'était pas prévu à la base. Donc, ouais. si, Ouais, si vous t'as faites plus les envie choses deux en ligne, semaines il faut plus les tard, faire quoi. très bien, parce Mm. que le consommateur, juste pour ça, ne reviendra pas vers les produits, parce Mais que c'est chiant. Ouais. Mais justement, en fait, le truc, c'est que pour moi une débouchée supplémentaire, c'est une preuve, entre guillemets, de modernité. On l'a vu, hein, tout le monde achète enfin, aujourd'hui, tout le monde, quasiment, enfin, un Français sur deux achète n'importe quoi sur Internet. Enfin, tout Mm. s'achète sur Internet. Par contre, là où c'est un inconvénient, c'est que je suis pas sûre que ça représente en termes de chiffre d'affaires un volume énorme. Et c'est tout le problème aujourd'hui, c'est que, ok, tu vas faire ton site. Donc, tu vas faire ton site. Déjà, ça va prendre du temps, voire tu vas demander à quelqu'un de spécialiser, un prestataire là-dessus. Tu vas devoir gérer une logistique, tu vas devoir acheter de l'emballage, tu vas devoir faire tout le remplissage aussi, tout le contenu. Alors, logiquement, le contenu, tu l'as déjà pour ton site vitrine, donc c'est du copier-coller. Et pour un volume de vente, enfin des ventes en volume en valeur qui sont pas énormes. Potentiellement une personne dédiée à ça aussi. Donc
c'est là où c'est encore compliqué de se dire, ok, j'y vais, c'est comme une évidence, tu vois. C'est n'importe quelle brasserie devrait avoir son. Déjà, déjà, il faudrait que les brasseries aient déjà un site internet. Mm. Tu vois, déjà. S'ils n'ont pas de site institutionnel vitrine, comment tu veux qu'ils aient un site e-commerce? Donc déjà, ça c'est un premier blocage. Mais moi, je pense que c'est bien. Et tu as raison. Et ça, Aérofab ont été très malins là-dessus. C'est que comme c'est de la logistique, qu'il faut faire des colis, qu'il faut les envoyer, qu'il faut machin, le fait de limiter ça sur 10 jours, je pense que c'est hyper malin parce que comme ça, tu t'as pas genre une commande par jour à gérer, quoi. Tu vois? Ouais. Parce Ouais, que c'est si sûr. Et pour le peu que t'as, tu aies 3 commandes dans le mois, ça tombe le 2, le 8 ouais, et le 22. Enfin, c'est relou en fait. ça peut être relou, ça peut être relou. En Ouais. gros, tu vas mettre ton personnel de vente sur ton magasin de producteur là-dedans, là-dessus, une fois tous les 36. Et si les stocks sont pas bien tenus, comme tu l'as dit, ah bah tiens, on a plus ça, on a plus ça. Donc si le site n'est pas mis à jour correctement, si les commandes sont pas immédiatement traitées, clairement, ouais, ça va faire pire que mieux. Mm. Déjà, les gens vont plus commander, puis on va se dire, oh, ben non, ils sont pas très sérieux dans cette brasserie, tu vois. Donc, ça demande Ouais. quand même une rigueur. Mais moi, je pense que justement, pour se donner une image un peu moderne, un peu puis se rendre disponible partout, je pense que c'est pas mal. Mais oui, ça demande un calcul, Mais un il faut être bon en investissement de com base. et il faut Ouais. être aussi très bon en newsletter. Dès que vous Mm. avez un site internet avec vente en ligne et que vous avez un potentiel acheteur ou un acheteur qui a déjà converti, ouais, ne pas lésiner sur la newsletter. Alors, pas être trop incisif tout le temps. Je sais pas, je dirais peut-être 2 à 3 par mois. Euh, Ouais, Peut-être plus 2 que 3 parce qu'au bout d'un moment, bon, on a compris, les gens n'ont pas bah, que de la bière achetée dans leur vie. c'est Donc, ça, et puis tu mets vite à la mais. poubelle, hein, ton truc, tu vois le Hmm. titre, tu fais: «Ah non, pas aujourd'hui», bam, ça dégage, quoi. Ouais, ouais. On a certaines newsletters qu'on n'ouvre même plus, quoi, D'ailleurs, tu en vois? parlant de ça, il y en a, je suis ultra fan de leur newsletter et à chaque fois, c'est des sorties produits, mais ils Ouais, mettent des gifs partout. Ce qui fait qu'en gros, quand tu ouvres ta newsletter, tu déroules, tu as l'impression d'avoir un storytelling animé et c'est très beau. Ça ah ouais? s'appelle Tank Garage. En gros, Tank Garage Winery. Et Ouais, ils sont américains. Et ouais, si vous êtes curieux, ouais, inscrivez-vous à leur newsletter et vous verrez souvent leurs produits, leur annonce produit est très bien faite. Et donc Tank Garage Winery. Et les étiquettes sont assez Gen Z, quoi. On dirait pas du tout du vin, quoi. Il y a rien à voir. C'est que de l'image. Il y a même pas de texte sur les étiquettes. On sait pas ce qu'on achète, d'accord. mais c'est un nouveau genre de modèle, quoi. Ouais, Bien bah, c'est toujours disruptif, intéressant, ouais. mais en tout cas, ouais, ouais, la question c'est est-ce qu'on passe en CHR, est-ce qu'on passe par des cavistes en ligne qui vont, eux vont gérer votre, vos produits Ouais, en vos fait, ventes, ouais, et vous mmh, n'avez pas besoin de le faire. Là, je voyais mmh, sur la brasserie de Lettres à Paris par exemple qu'ils étaient distribués chez Saveur Bière, Bièreonomie, et puis deux autres boutiques peut-être plus ciblées sur local. mmh, Et même un truc de vin d'ailleurs, je ne me rappelle plus du nom, mais en tout cas ouais. ils étaient chez un caviste vin, donc c'était intéressant. Ça peut être une stratégie de se mettre sur un site de vente en ligne qui est pas le sien. Donc, Hmm, sur un caviste, ouais, je pense tout de suite à Bironu. Alors, pour info, Saveur Bière est en train de se transformer. Ils ne vendent plus que des Perfect Draft. Donc, d'accord. le Saveur Bière en mode sélection de bière, je trouve des trucs étrangers à pas cher, machin, c'est terminé. Alors, c'est Donc là que Perfect ça m'a. Draft, tu peux resituer ce que c'est, Alors, ce que ça Perfect veut dire? Draft, c'est les machines, c'est un peu le Nespresso de la bière. C'est Ouais. en gros, c'est des machines dans lesquelles tu mets des petits fûts de 5 litres avec, il y a une petite cartouche CO2 dedans, et puis ça te rafraîchit ton fût, ce qui fait que tu as l'impression d'avoir une tireuse à bière chez toi, professionnelle chez toi, quoi. Et ça fonctionne qu'avec des fûts Et puis, Lef, Heineken et ouais. les trucs classiques. Alors, Perfect Draft, c'est AB InBev, si je dis pas de bêtises, et Heineken, c'est. Merde, je me souviens plus. Ah, je l'ai plus. Bon, bref, c'est pas les mêmes systèmes.
C'est pour ça, Ok. tu sais, tu as un Ouais. peu l'or, le café, là, enfin, c'est pas les mêmes capsules. Donc, c'est du dédié. Donc, en fait, Saveur-Bière est en train de. C'est Saveur-Bière by Perfect Draft. Donc, tu pourras plus acheter Je pense qu'ils vont faire des box ou des coffrets de temps en temps en bouteille, mais en tout cas, tu n'auras plus le choix des 650 références que tu avais avant. Ce qui est Ok. assez étrange parce que justement, tu te dis, le e-commerce est en train d'exploser un peu. Et eux, t'as comme l'impression qu'ils font marche arrière. Et en Ouais, fait, mais je si c'est pense que pour c'est fournir des juste. volumes plus. Non, mais c'est juste pour rentabiliser. Hmm. Parce qu'en fait, sur une machine vendue, je pense qu'ils se font une marge beaucoup plus intéressante. Parce que c'est de l'électroménager, hein, donc ça doit être un minimum x2, je pense, si ce n'est plus. Je Ouais. sais pas trop, je connais pas vraiment les marges de l'électroménager. Et puis les fûts, c'est des fûts dédiés. Donc la problématique des fûts Bah, tu vends Perfect plus Draft, de moi volume j'en ai aussi en vendu, fût. tu vends plus de volume. La problématique, c'est que c'est consigné. Et en fait, moi, j'avais des clients dans mes caves qui revenaient avec des consignes qu'ils avaient achetées sur Saveur-Bière, tu vois. Et moi, je leur dis, non, mais attendez, vous êtes gentils. Moi, j'ai vu un mec se pointer avec 24 mini-fûts à 5 balles de consigne pour qu'ils me reprennent quoi derrière? Que dalle! Je lui ai dit, non, monsieur, en fait, vous allez repartir. Ah, mais je peux pas repartir avec mes vins. Je dis, c'est pas compliqué. Soit vous me prenez mon stock que j'ai là de plein, voilà, pour compenser. Je dis, soit vous achetez un truc. Je vais pas vous refiler 20 fois 5 balles. Pour que vous de fûts que vous n'avez même pas acheté chez moi C'est pour que clair, j'avoue. tu vois, enfin je veux dire donc après je disais une consigne achetée, une consigne rendue puisque j'étais pas la succursale de gestion des consignes de Perfect C'est Draft, clair. quoi, tu C'est vois. clair, mais ça Non, mais pourrait être ça un m'a business aussi, saoulée, au quoi. final, Mm. en soi. Mais Tout comme tu peux aller dans tel ou tel endroit pour récupérer ton colis, au final, ça pourrait être oui, le mais il cas. faudrait que celui qui fait ça soit rémunéré d'une manière ou d'une autre. Ah oui, bah Donc, oui, forcément. soit c'est un système de fidélisation. Moi, je sais que quand j'ai fait la consigne pendant longtemps, notamment des Belges et des bières allemandes, en fait, c'était comme un système de fidélité. J'avais plus de 50, peut-être pas 50% des gens qui ramenaient les bouteilles vides, mais beaucoup en ramenaient. Pas loin, je pense que j'étais pas loin des 40-45%, ce qui est pas mal. Et en fait, en les ramenant, ça les incite, alors pas tous, mais beaucoup racheter. Et la consigne, sinon, pour moi, c'était presque un système de fidélisation. Ok, en plus, quand tu es en ville, moi j'étais à Paris, donc tu as des petits appartements, t'aimes pas que tes bouteilles, elles traînent pendant 10 ans dans ton entrée. Donc tu vas régulièrement les vider, donc tu retournes peut-être plus facilement chez ton caviste quand tu as des bouteilles vides à te débarrasser. Ouais, carrément. Hein. Bah, il y a le Fourgon qui font ça dans le Nord, et ça marche bien. Et puis moi, ça me fait tout simplement penser, j'ai une SodaStream à la maison. Et en fait, on a une consigne avec la bouteille de gaz, et en fait, on est fidélisé en fait à avoir du gaz toutes les 2 semaines, quoi. C'est ouais. Moi, donc, je pense que ça joue sur tes habitudes et la régularité justement de tes achats là-dessus. Donc, c'est pour ça que moi, je crois beaucoup à la consigne parce que le système de réutilisation t'incite justement à retourner là où tu l'as acheté. Donc, moi, je pense que c'est vraiment, c'est comme on parle des, ça n'a pas vraiment marché, mais il y a eu des tentatives sur les. On sort du sujet là complètement, mais bon. Bah, sors pas alors parce que c'est 52 minutes là. Oui, on est déjà ça. Bon, on en reparlera, mais comme ils disent les cruchons au Québec, mais tu vois, la bière en vrac. Oui. Pas vraiment marché, mais moi j'y crois encore, j'y crois toujours. J'y crois aussi, ouais. Les growlers. Voilà, tout ce qui est growler. Enfin voilà. Donc, pour ou contre un site de e-commerce, je pense qu'on a à peu près répondu à la question. C'est pas forcément. Ouais, et puis on reviendra sur le sujet. Hein. Franchement, il y a beaucoup à dire. On fera peut-être plusieurs parties là-dessus. Ouais, et puis je pense qu'il faut quand même pas lésiner. Tu me diras ce que tu en penses sur tout ce qui est contenu, référencement. C'est quand même assez technique. Tu vois, le SOE, le SOI, SEO, merci. C'est encore des termes que moi, j'ai du mal à m'approprier. Moi, je me dis, ça spécifique. sert... Ouais, c'est vraiment spécifique, mais pour moi, ça ne servirait que si tu as une marque un peu lifestyle et tu vends les valeurs de ta société, le pourquoi tu le fais, que tu as une image de marque forte derrière, comme Brickhouse ou comme, j'en parle souvent, mais Liquid Death, l'eau pétillante aux États-Unis, qui ont un branding assez métal et au final qui marche du tonnerre. Ils font tout, ils font du papier cadeau là en ce moment. Enfin, toute la période de Noël et tout, ils avaient fait du papier cadeau. Ils font plein de trucs hyper brandés
lancer. Donc, quand tu es une lifestyle brand, tu peux te permettre d'avoir une partie blog et avoir un SEO qui t'amène sur ton site web. Là, quand j'avais interviewé Meriadec Bushmuller de Aesop, qui est un tonic dans mes tendances 2023, clairement, lui, il a dit pendant le podcast que sa page la plus vue sur son site web, c'est les bienfaits de la quinine. La quinine qui est qu'on trouve dans le Schweppes. Qu'on trouve dans le Schweppes, voilà, dans tous les toniques qui donnent ce côté amérisant. Et en gros, les gens s'éduquent via des articles de blog, et c'est les articles de blog aujourd'hui qui rankent le mieux sur Google. Enfin, pour moi, il n'y a pas à dire. C'est ma page la plus vue, les tendances boissons et spiritueux. C'est ma page d'entrée sur mon site web, et pourtant, j'ai une page d'agence de com, quoi. Donc, en fait, les gens arrivent grâce au SEO de certains trucs. Donc, si vous vendez, je sais pas, quelque chose d'healthy ou quelque chose qui est un peu innovant ou qui attise la curiosité des gens, faites un post avec un article de blog avec minimum 1500 mots, et puis vous faites venir des gens via ce post-là, et dès qu'ils ont lu, qu'ils sont fans, bim, en dessous, il y a de quoi acheter justement ce de quoi on parle. Tu transformes. Donc ça, on pourra faire un épisode spécial sur le SEO peut-être. Je pense. On se digitalisera sur 2023. Ouais, moi c'est un sujet qui m'intéresse parce que y a encore des trucs qui me paraissent obscurs, pourtant que je connais des gens qui bossent là-dedans. Je me demande jusqu'à quel point on doit faire appel à quelqu'un pour s'en occuper. Est-ce qu'on peut le faire soi-même? J'ai pas tout compris dans les mots-clés. On comprendra ensemble. C'était mon métier pendant 10 ans. Ça peut être très intéressant. Et c'est cool. On passe au coup de cœur ? Allez. Alors, en fait, tu l'as anticipé, mon coup de cœur. Je voulais rester dans le thème. Je voulais parler de fourgon, justement. Je t'avais pas dit avant. Non, mais c'est pas grave. Comme ça, je vais aller vite. Et puis, j'ai vu. Je suis arrivée sur Fourgon par Facebook, si tu veux, parce que ils te disent. Donc moi, je suis à Grenoble maintenant. Ils te disent Fourgon est disponible à Grenoble, bientôt disponible à Grenoble. Alors c'est pas tout à fait vrai, parce que là, ils sont sur Strasbourg, Nantes, Lille, Roubaix. Je crois ils veulent s'installer à Bordeaux. Par contre, ce que je trouve assez génial, c'est ce système justement de consigne, où en fait on est complètement dans le système de je ne propose que des produits consignés déjà. Alors j'ai regardé leur catalogue, clairement il y a beaucoup de bières belges, en tout cas sur les bières. Il y a pas assez de bières françaises selon moi, mais à mon avis pour la simple et bonne raison qu'on consigne pas aussi systématiquement. Sur tout ce qui est jus, soda, jus de fruits, on a des trucs beaucoup plus artisanaux. Donc là, on commence à rentrer dans la démarche un petit peu plus locale, circuit court. Donc je trouve ça cool. Et ce que je trouve assez génial, c'est qu'en gros, ils te ramènent la caisse avec tes produits que tu as achetés. Tu les refous dedans. Et la prochaine livraison, ils viennent la chercher, ils récupèrent. Et comme ça fait un cercle vertueux. Et toi, en fait, quelque part, une fois que ta caisse, elle sera pleine de tes bouteilles vides, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas recommander. Et je trouvais ça assez génial. Ils sont en fourgon. Ils ont appelé leur boîte comme ça. Je pense que faire le même système, mais avec des vélos cargo, serait encore monter un cap supplémentaire. Mais surtout qu'ils sont très urbains, donc ça pourrait se justifier. Mais c'était mon petit coup de cœur, parce que je trouvais que le système de la caisse en plastique consignée, j'ai l'impression de retourner un peu je me souviens quand j'étais petite, avec ma grand-mère, on allait chercher le lait. On avait, ça a un nom, je crois, mais c'était un pot en inox qui était vide, et on allait le remplir directement à la ferme, et il était encore chaud. Enfin, c'était un truc de dingue. On prenait les œufs et le beurre aussi. Et on retourne un peu là-dessus, mais en version moderne. C'est-à-dire qu'on vient nous apporter, nous, à la maison. On ne va pas aller chercher à la brasserie du coin, parce qu'on peut toujours le faire quand c'est pas long. Enfin, je trouve ça. Moi, ça me fait penser. Ça me fait penser quand je vivais à Tahiti. Là-bas, il y a la Inano, qui est la mecque un peu de la bière. C'est vraiment un rituel pour les Tahitiens. La Inano, pour eux, ça remplace le mot bière, quoi. C'est vraiment une culture autour de ça. Et en fait, quand on va dans les supermarchés, à Carrefour, tout ça, il y a directement, en fait, les Inano en 75 qui sont dans cette caisse, justement, de 24.
Mmh. Donc c'est bon, c'est très lourd, mais les gens repartent, ils prennent la grosse caisse et ils vont en caisse payer leur grosse caisse d'Inano Mmh. et en fait ils la boivent tout ça et puis chez eux, bah, une fois qu'elle est bue, ils la remettent dans leur caisse et après ils viennent prendre leur caisse et puis ils l'échangent et du coup tout est consigné, Mmh. mais en fait c'est directement dans le magasin quoi. Dans le magasin, tu as la caisse et tu la prends avec toutes tes bières. Et au final, c'est un fourgon, pas à domicile, Ouais, mais c'est, dans c'était le peut-être comme magasin. ça en fait il y a 20 ans où j'ai du mal, je m'y Alors intéressais pas il y a 20 ans, donc j'en sais rien. ouais. Moi, je me souviens qu'avec mon père, on allait dans un alors c'était rigolo d'ailleurs parce qu'on dans un entrepôt, spécialisé boissons et on rentrait avec la voiture. C'était assez génial. Tu rentrais avec la voiture, tu avais comme un c'était un peu le drive, j'en ai des souvenirs assez dingues puisque moi, je sais pas ça c'est un peu comme quand tu fais passer ta voiture sur le lave, voiture Ouais, là, que tu restes dedans. C'était un peu le même délire pour moi. Et en fait, tu avais un bureau vitré, tu sais, tu disais: «Bah, voilà, je vais prendre», alors mon père, lui, il prenait de la Trois-Monts. Donc, bah, il prenait une caisse de Trois-Monts et en fait, il t'ouvrait le coffre, il prenait la caisse vide, te remettait une caisse pleine et puis hop, tu refaisais le tour et tu sortais de l'autre côté, tu vois? ok. Et ça, c'était dans les remparts de Bergue en plus, donc tu sortais du côté du canal. C'était assez, je sais pas, ça m'a laissé un petit souvenir assez marrant. Ouais, c'est drôle, Et, hein. Mais on et revient ça à se ça en fait, faisait, hein. oui, oui, et C'est marrant. ça se faisait comme, il y avait deux boîtes qui faisaient ça. Il y avait deux. Aujourd'hui, on appelle ça des caves parce que elles sont devenues plus magasins, mais en gros, c'était des entrepôts de vente de boissons où tu pouvais acheter, bah ouais, ton coca en bouteille en verre, tes bières, ton vin. Et c'était des gros entrepôts et ouais, on te chargeait ta voiture en fonction de ce que tu voulais et on te reprenait tes vides. Je me souviens en supermarché, c'était plus, ben, moi je mettais les bouteilles de vin ça partait aussi dans l'entrepôt, je les regardais partir, tu vois. Et tu pouvais ramener tes caisses, enfin on les mettait les bouteilles vides dans le caddie, en fait, tu vois, une bouteille de vin vide dans le caddie. On faisait beaucoup ça et c'est vrai que ça pourrait revenir. Après, je me souviens, tu vois, quand on mettait les bouteilles de vin à Auchan, il y avait quand même tout un espace énorme derrière, Hmm. juste pour la gestion des consignes. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça le Ouais. problème. C'est comment tu gères Le ton stockage, quoi. nettoyage, ton stockage. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on l'a externalisé. C'est devenu des entités spécifiques. Tu vois, je me rappelle d'avoir visité une brasserie où il y avait une laveuse aussi, dans une toute petite brasserie. Les laveuses, c'est énorme, hein. C'est des grosses, grosses Hmm. machines. C'est un peu comme pour le houblon, c'est des trucs assez énormes. Et tu te dis, une petite brasserie qui fait, je ne sais pas combien de volumes de bouteilles, mais pas énorme, qui a une laveuse, tu te dis, ouais, c'est quand même un sacré, sacré équipement. Donc. Et je pense qu'on a externalisé le service, mais il faut continuer, enfin, il faut redémarrer avec un nouveau système presque économique là-dessus. Mais moi, j'y crois beaucoup à la consigne. Je pense qu'on peut en tout cas faire quelque chose là-dessus. Reste quand même que ça consomme de l'eau, pas mal. Mais on est sur un contenant qui n'est pas détruit pour être recyclé ou réutilisé, tu vois. Donc, Hmm. bon, pour moi, ça paraît un peu plus vertueux, mais voilà, je pense qu'il faut encore voir comment on arrive à développer l'économie là-dessus, mais j'y crois en tout cas toujours. Donc voilà, c'était mon petit coup de cœur. Ok, bah moi de mon côté, j'ai vu ça ce matin, juste avant le podcast, une marque américaine qui s'appelle Hoplark, donc Ouais. Hoplark. Donc le site internet hoplark.com et en fait c'est une boisson sans alcool, une alternative aux bières sans alcool, c'est du hop tea, Ouais. donc du thé houblonné. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a 3 ou 4 gammes différentes dans leur offre. Il y a le hop tea, le spark, le hop water. Donc, on en a fait un Ouais. podcast là-dessus. Si vous ne savez pas ce que c'est, allez écouter ce podcast. Et une version. Alors, je ne sais pas ce que c'est l'autre version. J'ai l'impression que c'est une version dry hoppée parce que, en gros, c'est une version très houblonnée de leurs 2 autres gammes, j'ai l'impression. Il y a Mm. marqué dry hop, citra, Ouais. mosaïque ou je sais pas quoi. C'est Et l'exclusif brew, on dirait comme de l'éphémère, tu vois. alors, c'est pas les limited encore, c'est encore le truc. Bah, c'est Hoplark 0.0. Donc, D'accord. je sais pas si c'est leur bière sans alcool à eux, parce qu'en fait, dans une espèce d'innovation et peut-être de guéguerre contre justement la bière sans alcool. Ah oui. J'ai l'impression qu'ils sont directement positionnés là-dessus. Mais voilà, et puis on peut voir sur le site internet, tu le remarquais tout à l'heure, en off, ils ont un tasting club.
Ah directement ouais, pour ça c'est peut-être génial. fédérer des gens. C'est une très bonne idée, quoi. Et là, on est clairement dans une marque lifestyle où tout va tourner autour du côté healthy, de boire quelque chose doublonné, mais sans alcool. Donc en fait, eh ben, il y a tous les possibles, quoi. Il y a un shop avec des fringues, il y a... c'est peut-être le début d'une belle grosse Tu marque Ouais et tu vois, je actuelle. regarde là ouais, sur les thés, il y a même, avec ou sans caféine. Tu Oui, vois, tu peux ouais, parce que dans le choisir, hop tea, il y a de la caféine, mais c'est marqué ouais, sur quelques vignettes avec caféine ou pas. Donc ou il y en a quand même sans. sans caféine aussi. Ouais, c'est-à-dire que tu peux même, choisir bah, d'avoir un truc un peu énergisant ou pas du tout. Enfin, Mais c'est, genre ton ouais, il y a thé des du petits soir là? chats. Parce que Ouais. en canette, on va pas faire chauffer peut-être une canette, mais bon, ouais, ça fait penser à Non, je plein de pense trucs, pas que hein. ça Moi, ça mais me... ouais, ça fait enfin, moi, je trouve ça assez génial, quoi. Le thé houblonné, je trouve ça, ouais, là, pour le coup, Mais là, il là, c'est disrupte innovant, quoi. totalement le. Mmh. Là, on va même plus parler de bière. J'ai l'impression que dans, je sais pas, en 2035, Ça, on sera la vraiment bière, ce sera dans. has-been. Ouais, c'est clair. Ouais, parce que les jeunes boivent plus là, donc on va Ouais, paraître pour des vieux non, mais losers. si alors, on en parlera toujours, bon, parce qu'il y a le côté, la bière, c'est un peu la boisson alcoolisée, Ouais, facile, c'est la boisson mais millénaire quand même. et en plus sur le côté, justement, où on va chercher, du craft, de l'artisanal, du bio, on est complètement là-dedans, dans la bière. En tout cas, moi, celle que j'aime promouvoir, c'est, euh, on, on est loin de l'industriel, donc je pense que les jeunes vont certainement boire moins d'industriel, mais plus de, Hmm. tu vois. Et donc on est loin d'arrêter de parler de bière. On va au contraire, j'espère, en tout cas, développer notre petite niche craft Ouais, là-dessus. Et ça c'est passe clair. certainement par de l'innovation de produits comme ça, où bah, certaines brasseries vont s'essayer et s'amuser à des produits annexes rigolos, quoi. Hmm. Et moi, je Donc trouve voilà, ça maintenant les génial pour brasseries multiplier. font de l'ice tea, quoi. Ouais, C'est nouveau, c'est tout c'est nouveau. frais Ah et c'était mon coup ben, de cœur du jour. ouais, t'avais un autre coup de cœur. T'en parleras peut-être sur un prochain Ah bah podcast une qui est autre aussi émission, ouais. super C'est un coup de cœur. intéressant. Donc on fait un petit teasing parce que moi j'ai trouvé ça génial. Ouais, Et tu nous en parleras ben, sur le prochain épisode, je pense. Mais ouais, ouais, Poplark, carrément. moi je suis impressionnée. J'aimerais bien qu'ils nous envoient les petits échantillons. On va essayer de leur demander d'ailleurs. J'ai envie de goûter. Très bien. Bah c'est tout pour aujourd'hui. Super. Ouais, c'est tout pour aujourd'hui. Et ben Et puis c'était Ludo. bah, c'était Dorothée. À bientôt. Et puis encore je pense on peut dire une bonne année 2023. Je pense qu'elle sera pleine de À projets toutes et à encore. tous. Carrément. Ouais. Allez, ciao Allez, ciao. ciao, ciao. Ciao.